Donc ce soir, nous allons parler transport spatial. On n'en est pas encore à imprimer les lanceurs en 3D, quoique par morceaux. Donc nous allons essentiellement tourner la discussion autour d'un sujet qui revient sempiternellement à toutes les conférences de presse auxquelles nous avons assisté depuis le début de l'année, le lanceur réutilisable, avec toujours cette grande question, est-ce que ça a du sens ou pas? On ne le sait pas encore, puisque pour le moment, outre-Atlantique, on n'en a encore qu'au lanceur partiellement récupérable. Pour en parler ce soir, donc, j'ai à mes côtés Stéphane Israël, PDG d'Arianespace, qu'on ne présente plus. Alain Charmeau, PDG d'Airbus Safran Launchers, maître d'œuvre des lanceurs Ariane, entre autres. Et Gail Winters, directeur des lanceurs de l'Agence spatiale européenne. Je propose de commencer avec Monsieur Israël, puisque c'est lui qui est actuellement vraiment confronté en premier lieu avec la question du lanceur réutilisable. Est-ce qu'il est un concurrent crédible ou pas? Oui, alors quelques éléments à ce sujet. D'abord, je pense que intellectuellement, quand on aborde cette question, il faut se garder de commettre deux erreurs. La première, ça serait de juger le présent et le futur à l'aune du passé, et c'est vrai que le passé, s'agissant de la réutilisation, c'est l'échec dramatique de la navette, et donc ça ne plaide pas tellement dans le sens des expériences en matière de réutilisation, mais après tout, l'avenir est toujours différent du passé, donc il ne faut pas considérer que parce que ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Et une deuxième erreur intellectuelle dont il faut se garder, qui est assez fréquente, qui est, après avoir sous-estimé un compétiteur, de se mettre à être totalement obsédé par lui, et au point non pas de le surestimer, mais de vouloir l'imiter. Et là, je pense qu'intellectuellement, il faut se garder de ces deux erreurs pour essayer d'observer froidement ce que nous avons en face de nous. Donc effectivement, je vais rappeler un certain nombre d'incertitudes autour de la réutilisation, et ces incertitudes, elles sont avant tout économiques, puisque en fait, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a d'abord une première question qui est la perte de performance, qui est importante. Alors on peut l'évaluer différemment. On sait qu'elle est plus importante quand il y a un retour au sol qu'un retour sur barge. On sait qu'un retour au sol a sans doute plus de facilité technique et exposé à moins d'aléas qu'un retour sur barge, mais précisément il est très pénalisant, et le retour sur barge lui-même est pénalisant. Donc évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de perdre autant de performance dans la perspective d'une réutilisation, puisque le kilo en orbite coûte quand même très cher. Et ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est dans le modèle économique, ça suppose d'avoir beaucoup de missions où on n'a pas besoin de toute la performance de son lanceur pour faire ses récupérations, pour le cas échéant faire des lanceurs d'occasion qui, eux, vont utiliser toute la performance du lanceur. Et c'est vrai qu'en Europe, aujourd'hui, quand on voit le profil de mission d'Ariane 5, et avec Alain, on a fait le record de performance d'Ariane 5. Quand Ariane 5 part, on évite de gâcher des kilos en orbite, et au contraire, on va aussi loin que possible dans sa performance. Bon, la deuxième question, elle est classique, hein, c'est la perte de cadence associée à la récupération. L'essentiel des économies, enfin une partie importante des économies d'Ariane 6 est liée à la hausse des cadences. Donc évidemment, si on se met à récupérer des étages, ça aura un impact sur la cadence, et on voit bien que ça n'a de sens que si les cadences deviennent très élevées et qu'il y a un intérêt supérieur à ne pas construire une usine supplémentaire par rapport au coût économique d'une perte de cadence. Mais c'est une vraie question qui est quel est le coût de la perte de cadence et quelle est la bonne cadence cible associée à la récupération. La troisième question, c'est le coût de réhabilitation des étages récupérés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de notre compétiteur, et il est très difficile de savoir ce que va coûter cette récupération des étages. Alors quand on additionne tout cela, je pense que ça explique pourquoi aujourd'hui il y a un grand flou autour de cet intérêt économique, et quand on s'en tient à ce qui est dit par notre compétiteur, on a des déclarations qui sont totalement contradictoires. Le président de l'entreprise, qui a par ailleurs d'autres activités, a évoqué des gains absolument spectaculaires. La personne en charge de SpaceX, plus précisément, a parlé de 30%. Et récemment, c'était à Casbah, à Singapour, une autre personne de SpaceX a dit qu'il était trop tôt pour chiffrer ses économies.
Donc là, je suis purement factuel, hein, c'est pas du tout pour polémiquer, mais j'observe qu'il y a un manque de précision sur ces gains. Et il y a d'ailleurs une question qu'on peut se poser et que se posent certains clients, ce qui est de se demander si ces gains n'ont pas déjà été anticipés dans les prix actuels du compétiteur, ce qui rendrait l'équation encore plus complexe intellectuellement et économiquement. Ça veut dire qu'il y a pu y avoir un pari qui explique certains prix, du moins sur le marché commercial, puisque quand notre compétiteur vend aux clients américains, il vend à des prix nettement plus élevés, et qui pourrait expliquer qu'il y a déjà eu une anticipation de ces futures économies, si tant est qu'elles existent. Après, évidemment, les deux paramètres pour les clients, ce sera la fiabilité. Et là, question mark, je ne sais pas, je crois que personne ne le sait. Et on sait qu'il y a des clients qui auront plus ou moins une aversion au risque, et certains clients n'auront pas envie d'un lanceur d'occasion, d'autres peut-être seront tentés. Et puis évidemment, quel impact sur les assurances, ça reste aussi assez incertain. Alors, je ne veux pas être trop long finalement sur ce qui se passe de ce côté-là. Et je pense que la question qui est posée pour les Européens, c'est finalement qu'attendent nos clients. Et je crois que la demande des clients est extrêmement claire. Les clients attendent un mix le meilleur possible de fiabilité, de disponibilité et de prix bas. Et une fois que l'on a pris les paramètres de cette équation, les clients d'Arianespace se sont très fortement prononcés en faveur d'Ariane 6. Ils l'ont fait de façon extrêmement claire auprès d'Arianespace, de l'industrie, de l'Agence spatiale européenne. Et ils ont écrit à 2 reprises au directeur général de l'Agence spatiale européenne, enfin une fois au directeur général quand c'était Jean-Jacques Dordain, et plus récemment ils ont eu l'occasion de le redire à Thierry Mandon, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le message est clair, c'est faites Ariane 6 le plus vite possible, car ce sera pour vous un moyen de gagner en compétitivité prix, et restez ouvert par ailleurs à des améliorations et des évolutions d'Ariane 6. Et je crois que l'Europe a bien entendu ce message, puisque la feuille de route est très claire pour nous tous. Priorité à Ariane 6 et Vega C, et puis Ariane 6 et Vega C, c'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle histoire. Il y aura des évolutions de ces lanceurs, et donc il y a déjà des réflexions sur un moteur Prométhée LOX-méthane qui a l'ambition d'être 10 fois moins cher que le moteur de l'étage principal cryo d'Ariane 5, qui est le Vulcain. Moteur qui est ouvert à monter à bord d'un lanceur qui serait réutilisable ou qui ne le serait pas. Donc on se laisse ouverte le maximum de portes. Il y a des travaux en cours sur la réutilisation. On connaît Adeline du côté d'Airbus Safran Launchers, et puis on a découvert plus récemment Callisto du côté du CNES. Mais je pense que la feuille de route des acteurs européens est extrêmement claire, extrêmement partagée, et que c'est la bonne feuille de route. C'est le plus vite possible un lanceur moins cher, et puis en parallèle maturons des technologies qui pourraient, le moment venu, introduire une nouvelle décroissance des coûts. Alors après, juste pour conclure, dans quel cas le réutilisable a un sens? Je pense qu'il y a un lien assez fort entre donc cadence très élevée et intérêt du réutilisable. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller vers d'autres solutions, comme un micro-lanceur extrêmement disponible qui serait très peu cher du fait de cadences très élevées? Je pense qu'il a un sens de façon assez évidente pour les vols suborbitaux, et on voit bien que c'est ce que veut faire Jeff Bezos. Et puis je pense certainement qu'il a un sens pour aller sur Mars, ce qui n'est pas l'ambition actuelle des Européens. Voilà. Merci Monsieur Israël. Monsieur Charmeau, je pense que, bien que vous ayez déjà votre panier extrêmement plein avec tout ce qu'il y a à faire sur Ariane 6, la réutilisation éventuelle est quelque chose qui est dans votre tête aussi? Oui, merci les Stéphane. Quelques mots peut-être effectivement, puisque la réutilisation, je pense qu'il faut la regarder dans le contexte général des services de lancement. Et je voulais faire quelques comparaisons sur quelques points. Premièrement, sur les marchés. Bon, je vais forcément redire un certain nombre de choses que Stéphane Israël a déjà prononcées. Les marchés gouvernementaux. Marchés gouvernementaux aux États-Unis, totalement captifs pour les lanceurs américains, c'est-à-dire que, pour être clair, qu'Arianespace n'a pas le droit de concourir sur ces marchés-là. C'est pour les 10 années qui viennent, 20, peut-être 25 charges utiles par an. Marché gouvernemental européen, aujourd'hui, c'est 0. Ou 0, un petit quelque chose.
Voilà pour un premier point de comparaison qui fait qu'on n'aura pas forcément la même approche en termes de solutions à apporter à ces marchés. Deuxième réflexion que tout le monde connaît, mais que je rappelle quand même, budget de développement aux États-Unis, budget de la NASA, 5 ou 6 fois le budget de l'Agence spatiale européenne. Donc avec un tel écart de budget et l'ambition de faire autant de programmes, que ce soit bien sûr des programmes de lanceurs, mais également de satellites, d'exploration, de volabilité, des programmes scientifiques, etc., il est clair que l'Europe n'a pas la capacité de développer autant de solutions ou aussi vite que ne peuvent le faire les Américains. Troisième point de comparaison rapide, le paysage industriel. Bon, nous avons en Europe, tout le monde le sait, un paysage industriel éclaté par la construction de l'Europe, par la construction et le mode de fonctionnement de l'Agence spatiale européenne. Je ne le regrette pas et je trouve que c'est très bien que les pays européens se regroupent, puisque sans ça, nous n'aurions pas d'espace en Europe, puisqu'aucun des pays européens tout seul ne pourrait le faire, mais c'est un constat par rapport à une industrie américaine qui est, elle, beaucoup plus centralisée, beaucoup plus intégrée. Par contre, dans le paysage industriel européen, nous avons des compétences fantastiques. 72 maintenant lancements Ariane 5 consécutifs réussis. C'est quand même la preuve d'une maîtrise, c'est quand même la preuve de compétences, c'est la preuve d'une organisation, aussi bien côté agence que côté industrie, qui a fait ses preuves. Et comme Stéphane l'a dit, on continue d'améliorer Ariane 5, 10 tonnes 7 de charge utile envoyées le week-end dernier. C'est quelque chose qui est assez incomparable au niveau mondial. En Europe, toujours dans le paysage industriel, nous avons aussi des technologies. Et il ne faut pas craindre de dire et de répéter que nous avons un certain leadership en matière de technologie en Europe pour les lanceurs. Nous maîtrisons la technologie de la propulsion solide, qui est une technologie qui, en termes de poussée sur coût, est un ratio sans aucune comparaison possible avec tout autre type de technologie. La poussée des moteurs à propulsion solide ramenés à leur coût est quelque chose d'extrêmement efficace, que ne maîtrisent pas tous les Américains. La propulsion cryogénique, qui est également sur Ariane 5 et qui sera sur Ariane 6, c'est une technologie que ne maîtrisent pas non plus tous les industriels américains et qui est maîtrisée parfaitement en Europe, comme le montre la répétition des succès d'Ariane 5. Et ça nous conduit tout simplement à avoir demain sur Ariane 62 tout simplement 4 moteurs pour faire ce que d'autres font en termes de performance, mais avec 9 moteurs. Donc ça aussi c'est un gain de compétitivité grâce à la technologie européenne construite au fur et à mesure des années, des investissements que peut se payer l'Europe, mais en y mettant une stratégie industrielle sur une longue durée. Quatrième point de comparaison sur les capacités de lancement, aussi bien en termes de capacité de production que de capacité de lancement. On voit bien que la capacité de production aux États-Unis sur l'ensemble des industriels américains, elle correspond ou elle est dictée par les besoins gouvernementaux. Et puis en Europe, elle est dictée aussi par les besoins gouvernementaux. Donc nous avons effectivement des capacités industrielles qui sont dans un coefficient extrêmement élevé, capacité malheureusement beaucoup plus faible que les capacités américaines. Même chose pour les capacités de lancement, une base de lancement en Europe et une multitude de bases de lancement, de capacités de stockage, de capacités d'intégration et de lancement aux États-Unis. Bon, ceci pour dire qu'effectivement le réutilisable, il faut le placer dans ce contexte-là. Et qu'est-ce que l'Europe peut faire dans ce contexte? Si je reprends les différents points, sans être trop long, sur le marché, construisons, structurons, organisons un marché gouvernemental européen. L'Agence spatiale européenne y travaille bien évidemment, avec la Commission européenne, avec EUMETSAT, avec les agences nationales, qu'elles soient de défense ou de lancement civil. Mais c'est urgent. C'est urgent parce que ce marché européen doit exister, doit nous permettre d'avoir une visibilité pour les 50 lancements qui nous restent avec Ariane 5 et pour les lancements qui vont venir avec Ariane 6. En ce qui concerne les budgets de développement, certes, un gros effort a été fait et on en remercie encore les politiques européens pour lancer le programme Ariane 6 qui sera confirmé dans quelques semaines, au mois de septembre, et qui prendra sa pleine dimension très rapidement. Mais il nous faut absolument penser à la suite. Il ne faut pas répéter ce qui a été fait depuis 15 ans, c'est-à-dire d'essayer de préparer Ariane 6 en y mettant 15 ans sans réfléchir à ce qui se passera après.
préparons la suite et je vais y revenir. Et pour ça, nous avons absolument besoin de renouvellement des budgets de R&T, de renouvellement des budgets de préparation du futur, aussi bien en France, en Allemagne, en Italie et donc à l'Agence spatiale européenne. Sur le paysage industriel, vous savez que l'Europe a bougé sous l'impulsion des dirigeants d'Airbus et de Safran. Donc la société Airbus Safran Launchers a été créée il y a 1 an et demi maintenant. Elle prendra sa pleine dimension dans quelques jours, conformément au calendrier que nous avons toujours annoncé. L'évolution d'Arianespace est quelque chose qui sera concrétisé dans quelques jours également. Donc le paysage européen est en train de changer. C'est peut-être pas terminé. On aura peut-être la question sur l'avenir d'Avio bientôt. Mais nous avons à continuer l'amélioration de ce paysage européen. Se pose la question également de la simplification du mode de fonctionnement des agences, mais c'est pas à moi de commenter ce sujet-là. Et puis sur l'ensemble des capacités européennes, réfléchissons. Nous avons une base européenne, nous n'en avons qu'une, bien évidemment, et tant mieux, elle est splendide, elle est capable de faire une 12aine de lancements par an. Mais je plaide pour que nous ayons rapidement un plan d'amélioration de l'efficacité de cette base de lancement pour pouvoir préparer l'arrivée d'Ariane 6 et de Vega C. Bon, plus précisément sur le réutilisable, j'aurai bien évidemment les mêmes commentaires que ceux de Stéphane Israël, donc je vais pas les répéter. Peut-être en rajouter un, si tu me permets Stéphane, que la réutilisation rend également les lancements dépendants les uns des autres. Ce qui est une contrainte qu'on nous a parfois reproché sur Ariane 5, mais il est bien évident que si vous voulez lancer avec un lanceur réutilisable, il faut déjà qu'il ait été tiré une première fois, donc vous mettez une certaine interdépendance entre deux lancements, ce qui est aussi, si la cadence de lancement est faible, peut devenir une contrainte importante, qui est une contrainte beaucoup plus légère, bien sûr, si la cadence de lancement est très élevée. Juste un point pour compléter les autres qui ont été dit, pour dire donc, et je reviens à mon premier point sur le marché gouvernemental. Il est évident que si on avait un marché gouvernemental captif européen de 20 lancements par an, on pourrait beaucoup plus investir sur le réutilisable. Aujourd'hui, avec un marché qui est très incertain, qui n'a que quelques lancements par an, avec les différents points qui ont été évoqués, le réutilisable présente beaucoup moins d'intérêt. Où en sommes-nous en France sur le sujet? Vous vous rappelez qu'Airbus, il y a une dizaine d'années, a lancé un projet d'avion spatial, le Space Plane. Donc c'était du réutilisable. Donc c'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau pour nous en termes de technologie. Nous avons continué, et maintenant Airbus Safran Launchers continue de développer des technologies de réutilisables. Et nous avons en ce moment une campagne d'essai d'un moteur LOX méthane réutilisable qui est en cours d'essai en Allemagne à Lampolshausen sur développement qui a été fait sur fonds propres de l'industrie. Donc c'est pas quelque chose que nous découvrons aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel nous avons investi avec les moyens européens, les moyens de l'ESA, les moyens du CNES, les moyens de l'industrie depuis une dizaine d'années, et nous commençons d'avoir quelques résultats, quelques essais. Nous travaillons sur un concept de lanceur réutilisable que nous appelons Adeline. Certains ont eu l'occasion de venir visiter ce que nous faisons et d'en parler. C'est quelque chose sur lequel nous croyons. C'est quelque chose aussi que nous développons au rythme des capacités budgétaires européennes qui n'ont rien à voir avec les capacités américaines. Et puis la grande chose qui est lancée, c'est effectivement le moteur Prometheus, qui est un démonstrateur ou un précurseur de la façon dont nous pouvons développer un moteur. Notre objectif, quand on écoute nos clients, effectivement, c'est d'avoir un moteur beaucoup moins cher. On va diviser par 10 par rapport au prix du moteur Vulcain, de façon à réduire le coût d'accès à l'espace, qui est la question posée par les opérateurs, par les clients d'Arianespace. Bon, une fois qu'on a réduit le coût d'accès à l'espace, il est bien évident aussi que l'intérêt de la réutilisation est beaucoup plus limité, puisque vous avez déjà quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, donc l'intérêt de le réutiliser s'affaiblit. Voilà ce que je voulais apporter comme commentaire sur le sujet. Merci beaucoup. Mr. Winters, over the years, oui, j'aurais pu parler en français en fait. Over the years, ESA has been studying a lot of different technologies and concepts for reusable launchers. Where are you now, and how are the perspectives? Well, let me start by saying where we are is we are in full swing of building Ariane 6, and I think this is the highest priority that we have today, building Ariane 6 and Vega C, with the objective to reduce launch service costs with 50%.
And that is quite a step to be reached in 2020 with the first flight of Ariane 6. And we think that this is the answer that Europe has to give to the very fierceful competition that we see on the world market. Ariane 6, I always say, it's a very innovative product, but the most innovative of the product is the way it is produced. It's a manufacturing innovation which is clearly very important, supported by a new governance system of working together between the public and the private sector. Now, this doesn't mean that reusability is no longer on the agenda, or is not on the agenda of Europe. As you said, we have done several studies. Under the FESTIP program in the past, we had a long series of conceptual studies, technical studies. We have seen studies at the national level by CNES, by DLR. We have seen international cooperation between Europe and Russia, Japan, with the US on reusable launches. In our present program, we have, as was just mentioned, we have ongoing activities of that sort, and we will also prepare a proposal for the next ministerial meeting by the end of this year, which will contain activities in terms of reusability. So if you look at that, and my colleagues gave me a couple of pictures of all the studies that have been done, it's quite an impressive number. Nevertheless, today we don't have a reusable launcher in Europe. And there are reasons for that, and I think my colleagues already said the main reasons. Of course, there is the technical story. You add more risk, you add more safety issues, you need more ground segment, it's more complex. But in the end, the story is an economic story. In the end, the story is the question, how do you manage the loss of performance, the cost of recovering the launcher, the cost of refurbishment, the fact that by reusability you reduce the cadence of new production, which in itself has an effect on the cost levels. How do you manage that, and how do you compensate that in a situation where, in my view, the numbers are important. It's all about numbers. The more flights you have, the more you create a basis for usability of a launch system. And if you look at the numbers, one can be optimistic, one can be pessimistic, but today the market that is accessible for Arianespace is about 35% of the world market. We are talking about 24, 25 payloads on a yearly basis that is accessible. Not what they have, but what they can potentially reach. And this market is not bigger for the simple reason, and it was mentioned by Alain before, that there is a pure captive situation in other regions of the world. So we cannot enter this market, and this is one of the issues where Europe has to change its situation, because the European market is open still also for the competitors worldwide, while the other way around it doesn't work. So if you look at that, the market is in that sense limited. Now, there is also optimism. You see that the numbers are growing. The expectation is that there certainly will be an increase of the payloads in the GTO, non-GTO area. And of course, there is the unknown about the potential of constellation, which could be really a game changer, I think, in this market, but still unknown. The conclusion is, in our situation of Europe, that we have to count in the foreseeable future with a limited number of launches, and we have to find the best possible solution for our launch system. And that is the reason why our member states have decided Ariane 6. It's the cost driver that we can achieve in the short run, in the next years, with Ariane 6, with Ariane 62 and 64 and Vega C, that will enable us to strengthen our competitive situation. And in a way, we are using the numbers that we have, because with the commonalities of Ariane 62, 64 and Vega, we are using the numbers that we have in Europe. We are creating a better situation because of these commonalities. This is not the end of the story, not at all. So we are also preparing the next round of our technology program, our FOPP program, for the Ministerial Council by the end of 2016. And this will include a launcher evolution element, as we has already introduced that in 2012 and the 2014, sorry, when the main decisions were taken. And again, the main driver is not so much can we implement reusability. The main driver is what can we do with cost? How can we make the next significant step to reduce the cost of launch services
And of course, then you look at the engine. The engine is the big element of the cost picture of a launcher. And the question is much more, can reusability contribute in reducing the cost further? And that is what was already mentioned, what we want to put in our program for December. A further development and also a demonstrator of a low-cost engine with the capability of reusability. That is what we are going to propose to our ministers, and I must say that I've seen the reaction of the French minister recently was quite encouraging, that he sees this as a very high priority for Europe. So, in conclusion, we need to continue with our program that is running, the Ariane 6. Europe has a very strong position on the world market. Let's not forget that. And we are just coming back from another successful launch in Kourou with Ariane 5. But we have to work on that position, and the only way to work on that is to be very, very competitive. And that's what we want to achieve with Ariane 6 and Vega. Now, reusability we see in the same context. Can we make another step in a new engine development, which in itself should lead to a significant reduction of cost? Can we make, with reusability, a further step in reducing those costs? That is what is at stake in the discussion that we have today in the preparation of our ministerial, for which, of course, we need to get the interest of our member states to have the additional funds on the table by the end of this year. Thank you. Thank you very much. Avant de passer la parole à la salle, j'avais deux concepts avec lesquels j'aurais aimé que nous jouions un peu. Il y a le concept de la cadence. L'un des arguments qui est avancé par tous les soutiens, les supporters du lanceur réutilisable, c'est l'idée que si on réduit les coûts par 90%, le marché va exploser et il y aura de la place pour tout le monde. Est-ce qu'on est dans le fantasme ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière pour soutenir cette idée? L'autre idée qui est plus par rapport à notre situation en Europe, il y a quelque chose que la famille Ariane a, que n'a pas son compétiteur californien, c'est une responsabilité d'assurer l'accès autonome de l'Europe à l'espace. Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut prendre des risques? Votre avis? Sur la première question, je ne suis pas certain que l'avenir des constellations soit uniquement lié au coût d'accès à l'espace. Je pense que c'est un paramètre, mais je pense que l'avenir des constellations est aussi beaucoup lié aux revenus que vont générer les constellations et évidemment au fait qu'elles fonctionnent en orbite. Mais je dis ça parce que je discutais récemment avec un client qui hésitait sur un projet et j'ai trouvé ça assez encourageant. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux que je baisse mes prix? Il me dit non, parce que ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir beaucoup de revenus liés à mon satellite. Donc ça m'a fait réfléchir et je pense que je ne raisonnerai pas uniquement en termes de coût d'accès à l'espace. La question pour les constellations et singulièrement pour les constellations Internet, c'est l'ampleur des revenus qu'elles vont générer. Et c'est au moins aussi important que les coûts d'accès à l'espace. Donc moi je ne suis pas sûr que la réutilisation de ce point de vue-là soit un paramètre essentiel. Le deuxième paramètre essentiel, c'est la disponibilité des lanceurs. Alors ça oui, pour les constellations, il faut des lanceurs extrêmement disponibles, soit pour faire beaucoup de lancements groupés, et c'est ce qu'on va faire pour OneWeb, soit pour ponctuellement aller faire du réapprovisionnement de la constellation si un satellite était défaillant. Et donc là non plus, on n'est pas uniquement sur une problématique de coût d'accès à l'espace, on est plutôt sur une problématique de disponibilité des lanceurs. Donc voilà ma réponse, ça serait regardons aussi côté revenus et côté disponibilité des lanceurs. Sur le deuxième point, sur l'aspect stratégique de maintenir l'autonomie d'accès à l'Europe, malheureusement, je ne crois pas une seconde qu'il y ait un écart entre notre ami californien et nous. Il n'a pas fait ce qu'il a fait juste pour développer sa fortune personnelle, puisqu'il n'en avait pas besoin. Il l'a fait parce que la NASA lui a demandé.
Parce que la NASA a quand même fait des appels d'offres il y a une quinzaine d'années pour pouvoir avoir une capacité américaine de ravitaillement de la Station spatiale internationale dans un premier temps, puis de transport d'astronautes américains vers la Station spatiale de façon autonome, en anticipant, malheureusement pas assez pour eux à mon avis, en anticipant sur l'arrêt de la navette. Donc c'est bien, on a exactement le même souci qui est effectivement d'avoir une autonomie d'accès à l'espace, alors pas pour des vols habités malheureusement en Europe ou pas encore, mais on a exactement le même souci et c'est bien notre difficulté. Et ça revient sur mon premier point qui est la taille des marchés, c'est-à-dire qu'il a bien effectivement, alors avec d'autres Américains, la tâche, l'ambition, la stratégie de garantir un accès autonome à l'espace aux États-Unis. Et on voit bien la difficulté que le Sénat américain a eue ces derniers jours pour autoriser une nouvelle commande de quelques moteurs russes pour maintenir le lanceur Atlas. Nous avons le même problème, sauf que lui, il a effectivement un gouvernement qui a un budget. J'ai parlé du budget de la NASA tout à l'heure. Il faudra ajouter le budget de l'Air Force, de la DARPA, de la NSR, etc., pour arriver à un budget qui effectivement le soutient avec une capacité budgétaire qui est 10 fois ou 20 fois celle que nous avons en Europe pour les lanceurs. Et c'est bien tout le problème que nous avons, c'est que nous avons donc exactement le même enjeu stratégique, mais avec une capacité stratégique, donc une capacité budgétaire aux États-Unis très nettement supérieure à celle que nous avons en Europe. If I may add a few remarks on the second question, you know that the decisions that were taken in 2014 were not exactly easy. It was a long period in Europe of discussion between the main contributors to the launcher programs. In the end, we decided that to make 2014, to help to make 2014 a successful ministerial conference, we needed to speak with a lot of ministers that are, let me say, very important in supporting such a program. So we got these meetings, and I had the pleasure to participate in these meetings. And one of the, for me, amazing thing was that after the first meeting there was already one conclusion, and that is the independent European access to space is a must. There was no minister that put that in question, and that was the basis on which you can work. Now, of course, there is a second conclusion that they don't want to pay too much. So to combine the two things means that in a small market in Europe, you need to organize the institutional market, this is for sure, but you also need to be present on the world market to make the numbers that we need to make the launch services attractive. But I think the fact that Europe clearly said we want to have an independent access to space is a basic element for any future development. Peut-être pour répondre encore plus spécifiquement à votre question, moi je ne sens pas une appétence très forte en Europe pour prendre des risques à chaque lancement. J'ai plutôt le sentiment que notre client institutionnel européen souhaite que nous réussissions nos missions plutôt que nous fassions à chaque fois des expérimentations. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Plutôt mon sentiment. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur. Oui, bonjour. Je vous ai pas du tout entendu mentionner l'Asie, c'est-à-dire que ce soit au Japon, en Russie, en Chine, en Inde, il n'y a rien, enfin à l'Est, rien de nouveau. Et puis, deuxième aspect qui est plus environnemental peut-être, c'est-à-dire que plus on met de satellites en orbite, et plus on crée de déchets potentiels. J'ai cru comprendre qu'il y avait éventuellement des dangers d'avoir des déchets qui se détachent et qui viennent percuter des satellites et créer des problèmes dans certains systèmes. C'est quelque chose que vous avez déjà anticipé, traité, et en fait il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Oui, enfin juste un mot sur le premier point. Effectivement, il se passe beaucoup de choses dans le monde des lanceurs, et l'Europe n'est pas à la traîne. L'Europe a effectivement peut-être quelques années de retard par rapport aux lanceurs réutilisables, mais les autres pays ont pratiquement tous des programmes de développement. Je crois que les Chinois vont tirer dans quelques jours un nouveau lanceur de performance tout à fait comparable à ce que sera Ariane 6. Les Indiens ont un projet, les Japonais ont plus qu'un projet.
Les Russes lancent toute une gamme de nouveaux lanceurs qui remplaceront Proton et peut-être Soyouz également, y compris pour du vol habité. Donc effectivement, tout le monde bouge, et par rapport à ces autres pays, et vous faites bien de le souligner parce qu'on est un peu trop focalisé, comme l'a dit Stéphane, sur ce qui se passe en Californie, les autres pays, effectivement, bougent et apportent des solutions. Je constate que plusieurs de ces lanceurs, venant plutôt de l'Asie ou d'Asie élargie, sont assez semblables à Ariane 6 en termes de conception. Donc il doit y avoir quand même quelque part des lois physiques qui font que pour envoyer 5 ou 10 tonnes en orbite, il y a un certain nombre de paramètres à respecter. If I may say a few words on the second point you're mentioning, yes, you're absolutely right. This is an issue. The issue of no, it works. I think yes. At least I hear myself loud and clear. It is a serious problem to. I mean, the larger population of certain orbits, especially let me say in the domain of Earth observation, is becoming an issue, and for that, of course, you need to have the necessary system to guide that. We call this in ESA now, with a modern terminology, space traffic management. We need to have space traffic management, and for that we need systems, and we need observations to be able to guide our satellites in the right way. Of course, we are working very closely together in that area with our American friends, who has a much better observation system in place, and Europe doesn't have that. Not in the same matter. It's one of the discussions that we have into building up that, but for the time being, we will certainly rely very much on what our American colleagues can offer, and they do offer, because it's in the interest of everybody to manage that problem in a proper way. Peut-être pour ajouter un point sur la première question, on n'a pas le sentiment que la réutilisation soit au cœur des projets de recherche et développement des principales agences. Quand on se tourne vers les différents pays, la Chine, de ce que j'en connais et de ce que j'ai entendu à un congrès de l'IAC, c'était à Jérusalem, le représentant de la chinois était très, très étonné qu'on puisse travailler à ce point sur la réutilisation, mais enfin peut-être qu'il y a des plans secrets. La Russie, à ma connaissance, c'est assez limité, voire inexistant. Du côté de l'ISRO, il y a des projets, et on le sait. Il y en a un peu du côté du Japon, comme de l'Europe, mais il n'y a aucun lanceur pensé par ces agences et qui va arriver rapidement, qui est réutilisable. Le H3 japonais ne sera pas réutilisable, la famille Angara ne le sera pas, les lanceurs chinois non plus, donc ça interroge tout de même. Il faut se demander pourquoi la plupart des agences ne vont pas dans cette direction. Soit il y a un contexte de marché qui n'est pas le même et donc qui fait que ce qui pourrait être pertinent dans un cas ne le serait pas dans d'autres, soit ça s'appelle une fausse bonne idée. Je ne dis pas que c'est une fausse bonne idée, j'essaye d'être factuel. D'autant plus que pour Angara, une solution réutilisable a été imaginée. On l'a vu pendant des années, présenté sur les salons, sans aucun passage à l'acte. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Peter? Peut-être pour M. Charmeau, la Commission européenne regarde votre société et ses achats d'actions de l'État français dans Arianespace depuis quelques mois maintenant. Ça va aboutir quand, cette investigation, cette enquête de la part de la Commission? C'est en juillet, c'est en août? Est-ce qu'il y a une limite fixe où ça va s'arrêter définitivement? Comme vous le savez, sauf nouvelle aujourd'hui, je ne suis pas le porte-parole de la Commission européenne. Donc la balle est totalement chez eux. Ils se sont prononcés en disant qu'ils donneraient probablement leurs résultats au mois de juillet. Donc jusqu'à maintenant, ils ont tenu leur calendrier. Je n'ai pas de raison de croire qu'ils ne le tiendront pas cette fois-ci. Toujours en juillet. Et deuxième question. On a appris récemment que vous aviez fait une sorte de proposition au gouvernement britannique dans le cadre de débat outre-Manche maintenant, qui va aboutir d'ici de fin d'année, sur la visibilité d'avoir un petit lanceur chez eux.
sur territoire britannique. Pourquoi vous avez fait ça? Vous croyez qu'il y a besoin en Europe encore un site de lancement? Alors, je pourrais dire pourquoi pas. Nous n'avons pas fait une offre non sollicitée. Nous avons répondu à un appel d'offres mondial lancé par l'agence spatiale britannique pour étudier la faisabilité d'un site de lancement, soit pour des petits lanceurs, soit pour faire du tourisme spatial. Nous avons été retenus et nous sommes très, très heureux d'avoir été retenus, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir été retenus, et d'autres très grands industriels mondiaux, y compris américains, ont également remis une proposition et ont également été retenus à ma connaissance. Donc nous avons fait ça tout simplement parce que quand une agence spatiale européenne s'intéresse à ce qui peut se passer en matière de lancement, il me semble être de notre devoir de participer, de ne pas laisser le champ libre à des sociétés américaines ou étrangères d'une façon générale. Deuxièmement, j'évoquais tout à l'heure, le tourisme spatial est quelque chose sur lequel Airbus a travaillé depuis une dizaine d'années, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Troisièmement, Stéphane Israël l'a évoqué tout à l'heure, il existe peut-être une réponse, et je crois avoir vu d'ailleurs une question sur Internet, il existe peut-être aussi une réponse, si le marché des petits satellites se développe, d'apporter une réponse par des petits lanceurs produits en quantité importante et qui assurent des cadences de lancement élevées. Donc tout ceci sont les sujets sur lesquels, effectivement, nous travaillons. Une dernière question peut-être pour M. Winters. Puisque le sujet là, c'est la réutilisabilité des lanceurs, je n'ai pas tout à fait compris ce que vous allez proposer au gouvernement européen en décembre, au Conseil de ministres, à ce sujet. Ça va être un programme avec du hardware pour le lancement d'un démonstrateur ou c'est juste des études? Absolutely. The idea is in this program to have the support of the member states to develop a demonstrator. So the one but last phase before you really enter into more development and production trajectory. So it's a real demonstrator, a real scale to test the cost performance of such a new engine. Et c'est le moteur français ou c'est un dérivé ou c'est quelque chose de nouveau? This is a European project. On peut récupérer un projet national pour en faire un projet européen. We have a long track record in making use of the knowledge and expertise of our member states. Is this related to Pride, or it is totally the? No, Pride is another project that we will propose. Monsieur. Bonjour messieurs, François Lamy, Filimage. Je suis un peu béotien dans cette notion de réutilisation. Est-ce que la réutilisation, ça comprend la refonte totale de la fusée et du système de propulsion, ou est-ce que c'est carrément la remise en forme de la chose? Je ne comprends pas bien ce que veut dire le système réutilisation. Pourriez-vous l'éclaircir? Oui, nous ne sommes pas les mieux placés pour en parler, mais il y a plusieurs projets. Donc, ce qui a été testé jusqu'à maintenant sur un projet, c'était de récupérer le premier étage de la fusée en le faisant revenir à la surface terrestre et ensuite en le renvoyant dans l'usine pour vérifier son état, éventuellement réparer ou remettre à hauteur, on dirait en français, pour ensuite remplir les réservoirs et pour pouvoir le tester et repartir. Un autre système américain existe effectivement où un lanceur complet mais qui n'a pas été à des altitudes très élevées pour le moment avec des charges utiles importantes, où le lanceur complet, hormis la capsule qui pourrait un jour être une capsule habitée pour aller faire du tourisme spatial en suborbital, donc en orbite très très basse, et l'ensemble du lanceur revient, puis ensuite est retesté bien sûr, re-rempli et vole à nouveau. Bon, nous avons un concept un peu différent où nous souhaitons récupérer la partie onéreuse du lanceur, c'est-à-dire principalement l'ensemble des moteurs du premier étage du lanceur, en les faisant revenir par un vol planant sur un aérodrome tout à fait traditionnel, plutôt que de revenir à la verticale sur un pas de tir ou sur un bateau
au large des côtes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, ce sont quelques-unes des idées qui sont échangées sur le sujet. Monsieur ? Est-ce qu'une analyse du cycle de vie comparative a été menée à votre connaissance? C'est-à-dire, est-ce que les bilans carbone notamment, ou les utilisations de ressources par payload ou autres ont été effectuées évidemment sur un cycle complet, que ce soit Ariane 5 évidemment, mais 6 plutôt, je suppose, et en face, votre collègue californien, comme vous l'appelez. Pas à ma connaissance, sur vraiment le cycle de vie complet. Nous, ce que nous avons étudié, bien évidemment, c'est effectivement le cycle de lancement, récupération, revérification, remise à hauteur de l'étage et ensuite relancement. Bon, ça, bien évidemment, nous l'avons étudié. Bon, et c'est pour ça que nous avons quelques questions qui restent encore sans réponse sur l'économie de ce cycle-là. Mais effectivement, ce n'est pas le cycle total de vie d'un lanceur, y compris l'empreinte carbone, par exemple. Dans mon souvenir, la principale empreinte carbone d'un lancement d'Ariane, c'est le transport des missionnaires en Guyane. C'est ce que nous avait dit le CNES. En tous les cas, on dit souvent que un lancement d'Ariane depuis la Guyane, en termes d'émissions, c'est l'équivalent d'un 380 qui ferait Paris-New York, voilà, pour parler d'un avion Airbus. Donc ce qui est certain, c'est que la pollution générée par un lancement reste quelque chose de très négligeable par rapport à d'autres activités humaines. Y a-t-il une dernière question dans la salle ?